Bonjour tout le monde, bienvenue à ce webinaire sur l'intelligence artificielle en santé, comprendre pour déceler son potentiel d'utilisation. Mon nom, c'est Marie-France Thibault, je suis conseillère en intelligence artificielle et valorisation des données au Centre d'expertise en intelligence artificielle et valorisation des données de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec. Et je suis Philippe Després, je suis professeur à l'Université Laval au département de physique, génie physique optique, mais aussi conseiller scientifique à la direction de la qualité, évaluation, performance, éthique, transformation et innovation à l'Institut. Pour la présentation d'aujourd'hui, on vous propose un petit plan. Donc, on va vous présenter le centre d'expertise assez brièvement. On va vous parler de l'intelligence artificielle, c'est quoi? On va vous présenter quelques cas concrets d'utilisation de l'intelligence artificielle au quotidien et en santé. Et aussi, Philippe va nous entretenir aussi des enjeux d'intégration. On parlera aussi des enjeux éthiques et sociétaux de l'IA et quelques clés de réussite là, pour poursuivre vos apprentissages. La présentation du centre d'expertise. Le centre d'expertise a été créé en 2020 par le ministère de la Santé et des Services sociaux avec comme objectif de rehausser le niveau de maturité en intelligence artificielle. L'orientation, c'est vraiment de développer des outils d'IA pour aider à la prise de décision dans les tâches clinico-administratives. Donc, le centre d'expertise présentement ne fait pas de solution là, pour seulement le clinique. Le centre d'expertise est géré de façon administrative et sous l'égide administrative de l'IUCPQ. La gestion administrative s'occupe des ressources humaines et c'est avec l'IUCPQ qu'on fait nos premiers projets en intelligence artificielle. Le centre d'expertise aussi a comme client Santé Québec, donc les 34 établissements du réseau, ainsi que le ministère de la Santé et des Services sociaux. Notre offre de service, c'est vraiment de développer des outils d'intelligence artificielle qui sont adaptés à des besoins concrets du système de santé et des services sociaux. On est en soutien aux activités clinico-administratives, On les veut accessibles, configurables et réutilisables dans d'autres situations là, à travers divers établissements. Il y a comme 3 grandes étapes là, pour nos solutions d'IA. Donc, on a le prototypage, qu'on fait présentement là, à l'interne avec l'IUCPQ, mais on fera aussi avec des partenaires pionniers. On va faire de l'adaptation et de l'implantation à travers le réseau avec d'autres établissements qui seront intéressés et de l'accompagnement post-implantation avec du partage d'expérience, et de l'implantation des outils du centre d'expertise avec les établissements. Il y a aussi un volet veille et transfert de connaissances. Donc, on fait une veille informationnelle là, sur différents articles là, pour susciter l'intérêt puis les connaissances aussi là, en intelligence artificielle appliquée en santé. On informe avec notre site web, on participe aussi à différentes activités, des colloques on fait des présentations et en partenariat avec le ministère, on s'assure aussi de recenser les organismes et les initiatives en intelligence artificielle. Et aussi, on travaille fort là, pour repérer les processus clinico-administratifs où l'intelligence artificielle peut apporter des gains significatifs. Donc, l'intelligence artificielle, c'est quoi? Selon la vitrine linguistique là, de l'Office québécois de la langue française, c'est un domaine d'étude qui a pour objet la reproduction artificielle des facultés cognitives de l'intelligence humaine dans le but de créer des systèmes ou des machines capables d'exécuter des fonctions relevant normalement de celles-ci. Donc, je laisse Philippe nous faire un petit historique de l'intelligence artificielle. Oui, merci Marie-France. En fait, je trouve ça important justement de revenir un peu sur l'historique, de voir d'où on part, de savoir un peu où on s'en va. Donc, je reviens dans les années 50 avec M. Alan Turing, que vous avez peut-être vu dans le film là, sur sa vie, là, des Imitation Game, où dès l'apparition des ordinateurs modernes dans les années 50, déjà M. Turing avait imaginé un test où, dans la situation que vous voyez à l'écran, là, il y a un ordinateur d'un côté, en A, une personne en B et un sujet en C qui interagit à travers une cloison étanche là, avec du texte ici, avec soit une machine ou soit un être humain. Et le test de Turing consiste en fait à déterminer le moment où la personne ici en C n'est plus en mesure de savoir si elle interagit avec une personne ou une machine. Donc là, vous voyez avec les ChatGPT de ce monde aujourd'hui et autres grands modèles de fondation comme ça devient très intéressant de voir là, que Turing avait déjà anticipé ça. Donc, si vous avez déjà interagi avec des grands modèles de langage, vous savez que c'est extrêmement difficile de savoir si on a affaire à un humain ou une machine à l'autre bout. Donc, très, très visionnaire dès le début, dès l'apparition des ordinateurs modernes dans les années 50.
Et au départ, en fait, notre conception de l'intelligence artificielle est un peu différente de celle d'aujourd'hui. On va voir pourquoi tout à l'heure. Et on appelait ça, ou rétrospectivement, on appelait ça de l'IA symbolique. Et on pensait en fait qu'en donnant suffisamment d'informations à la machine, on allait pouvoir lui faire répondre n'importe quelle question qu'on aurait pu lui poser. Donc, un exemple de connaissance humaine qu'on peut fournir à la machine, on l'a ici de façon schématisée. Voici un chat. Un chat, c'est quoi? C'est un type de félin, donc qui a pour attribut d'avoir des poils, des griffes, qui n'aime pas les chiens, qui a pour proie des oiseaux, des souris. Donc, vous voyez, en mettant toute cette connaissance humaine-là dans la machine, on pensait qu'éventuellement, la machine serait en mesure de répondre à n'importe quelle question. Donc, en formant une base de connaissances qui est en fait des faits qui sont reliés entre eux avec certaines règles. Donc, un chat est un type de félin, donc la règle, c'est est un type de. Si on a suffisamment de données et de connaissances humaines, on pensait que la machine allait pouvoir répondre à tout. Donc ça, c'était dans les années 50 ce qu'on croyait. Par contre, un test très simple, si je vous montre la photo ici, vous reconnaissez de façon très rapide, là, en quelques millisecondes, votre cerveau a déterminé que ceci était un chat. Par contre, si je présentais la même photo de chat à cette base de connaissances-là, donc à cette IA symbolique-là, pas grand succès. Donc, la machine n'est pas en mesure, avec la photo, une tâche cognitive humaine très simple, mais la machine n'était pas en mesure de reconnaître le chat, même si on lui dit, bien, voyez, sur la photo, il y a des oreilles pointues, il y a des moustaches, il y a des poils, des griffes. C'était pas une tâche cognitive que la machine pouvait accomplir de façon intéressante. Donc là, il y a eu un changement de paradigme, je dirais peut-être dans les années 80, 90, peut-être un petit peu avant, où là, on a essayé plutôt de simuler ce qui se passe dans notre cerveau. Notre cerveau, c'est quoi? Ce sont des milliards de neurones qui sont interconnectés avec d'autres neurones, donc des milliards de connexions. Et on a essayé de simuler ça dans un ordinateur. Donc, c'est-à-dire que vous voyez ici, on appelle ça un réseau de neurones artificiel. Vous avez chaque point ici que ce sont des neurones. On parle d'une couche d'entrée ici, les neurones en vert, et une couche de sortie qui nous donne la classification, la réponse de ce qu'ils voient. Et ça a été l'approche qu'on appelle maintenant connexionniste, où vraiment on essaie de reproduire un peu l'architecture de notre cerveau. Et on a poussé ces choses-là assez récemment, là, depuis les années, je dirais 2000, 2010, avec des réseaux qui étaient au départ très simples. Maintenant, ce sont des réseaux extrêmement complexes qui ont plusieurs couches intermédiaires. Donc, il y a toujours une couche d'entrée ici, une couche de sortie, mais vous voyez, entre les deux, on a ajouté des couches. Donc, on ajoute des connexions. Ça devient des problèmes numériques extrêmement lourds, mais qui sont capables d'accomplir des tâches extrêmement complexes, comme par exemple reconnaître des objets de façon automatique sur des photos. Donc, dans un survol très, très bref de l'histoire de l'IA, je vous mets cette ligne du temps-là ici, les débuts dans les années 50, où là, on pensait vraiment que l'IA symbolique et notre approche basée sur l'injection de faits et de relations dans la machine allait pouvoir nous amener à avoir des systèmes performants. Ça n'a pas très bien fonctionné, donc il y a un premier hiver de l'IA là, entre 74 et 80 où c'est pas passé grand-chose dans le développement de cette technologie-là. Un certain âge d'or des systèmes experts. Donc, les systèmes experts, c'est ceux qui sont basés sur l'IA symbolique ici, où là, on a vraiment une très grande collection de faits et de règles qu'on a réussi à emmagasiner dans la machine. Mais encore là, c'est très peu adapté à des tâches que nous, on est capable d'accomplir, comme reconnaître un chiffre, reconnaître des lettres, très, très peu performant. Donc, l'approche connexionniste, ensuite, qui s'est imposée dans les années 90, mais il manquait deux ingrédients, on va le voir tout à l'heure. Là. On avait des nouveaux algorithmes comme ça, des nouveaux réseaux, des nouvelles architectures de réseaux, mais pas assez de puissance informatique et pas assez de données pour entraîner ces réseaux-là pour que ça puisse lever. Donc, un deuxième hiver. Et la période actuelle qui a commencé, là, je dirais, au tournant des années 2010, où vraiment, là, on avait les trois ingrédients essentiels de l'IA que je vous présente à la prochaine diapo. Donc, vraiment, partie de l'IA symbolique, l'approche connexionniste et l'apprentissage profond. Quand on dit profond, c'est qu'il y a des couches profondes dans le réseau. On a augmenté le nombre de couches intermédiaires entre la couche d'entrée et la couche de sortie du réseau. Donc, des problèmes qui sont très lourds numériquement. Et les trois ingrédients, justement, que ça prenait, les nouveaux algorithmes, les architectures qui simulent un peu ce qui se passe dans notre cerveau, ça, c'est un des ingrédients. Les autres, c'est
vraiment la capacité de calcul aussi. Donc, on avait besoin, quand on a des objets numériques comme ça, d'être en mesure de pouvoir les entraîner dans des temps raisonnables. Donc, ça devient extrêmement lourd numériquement. Donc, heureusement, la technologie aussi pour accélérer les calculs a augmenté de façon exponentielle dans les dernières années. Entre autres, là, les cartes graphiques qui permettent de paralléliser les calculs, donc d'aller très, très vite. Donc, ça a été un ingrédient essentiel du succès de l'IA récemment. Et l'autre, c'est que pour ces réseaux-là, pour les entraîner, un peu comme à un enfant où on doit présenter, où on doit nommer voici un chat, ben, au bout de quelques reprises, l'enfant est en mesure de reconnaître un chat. C'est la même chose pour ces réseaux-là. Donc, il faut lui présenter beaucoup d'images pour qu'il soit en mesure de reconnaître les images. Donc, par exemple, je lui présente un chat, je lui dis c'est un chat, je lui présente un chien, je lui dis c'est un chien, et finalement, la mémoire de ça s'inscrit dans le réseau sous la forme des poids qui sont associés à chaque connexion entre chaque neurone ici. Donc, les trois ingrédients, c'est que ça prenait des données massives aussi pour pouvoir entraîner, et je vais vous montrer un exemple juste ici de ce type de choses-là, et j'ai mis des jalons importants, là. Vous voyez, là, bon, Deep Blue qui gagne aux échecs contre Garry Kasparov, Watson aussi de IBM qui gagne à Jeopardy, AlphaGo aussi qui gagne que le champion de Go, qui est un jeu réputé complexe pour les ordinateurs. Et aujourd'hui, là, ce qu'on voit là, avec les ChatGPT et autres modèles de langue, je vous ramène à cet événement-là qui s'est passé en 2011 où dans la communauté de l'IA, il y a ce qu'on appelle des défis ou des challenges en anglais, qui consistent à dire voici une tâche. Et dans ce cas-ci, la tâche c'était de reconnaître des objets sur des images. Donc, des images qui étaient tirées d'Internet, une collection de 14 millions d'images qu'on appelle l'ensemble ImageNet. Et qui sont des images étiquetées. Donc, des images de chat, on a l'étiquette chat, une image de pomme, on a l'étiquette pomme. Et le challenge consistait en fait à développer des algorithmes qui allaient reconnaître automatiquement ces objets-là sur l'image. Donc, vous voyez, jusque dans les années 2010-2011, là, on avait un taux de succès sur cette tâche-là de à peu près, ça c'est le taux d'erreur. Donc, on a une fois sur trois, donc on est à 30% ici, donc, à peu près une fois sur trois, on se trompait. La machine se trompait. Donc, présentement, il y a une image de chien, puis la machine disait autruche ou chat, donc pas la bonne réponse, une fois sur trois. Et là, il s'est passé quelque chose avec ce point-là ici en 2012. Vous voyez, AlexNet, apprentissage profond. Donc, c'est la première fois qu'une approche d'apprentissage profond a été tentée pour résoudre ce problème-là, cette tâche cognitive-là de reconnaître des images, des objets sur les images. Et là, vous voyez un saut, on descend à un taux d'erreur de 15%. Donc, vous voyez, là, il s'est passé quelque chose. Donc, avec l'apprentissage profond, donc Alex qui était un étudiant de Geoffrey Hinton à l'Université de Toronto. Geoffrey, qui est un des trois parrains de l'IA avec Yoshua, l'apprentissage profond avec Yoshua Bengio et Yann LeCun. Donc, vraiment, taux d'erreur diminué. Et vous voyez, des années subséquentes, là, on arrive à des taux d'erreur très, très bas. En fait, en augmentant le nombre de couches, donc AlexNet avec 8 couches avait un taux d'erreur de 16%. Et vous voyez, les années suivantes, là, en ajoutant des couches, 152 couches, ici, on atteint des performances extraordinaires là, pour reconnaître, même au-delà de ce que l'humain est capable de faire avec des réseaux de neurones profonds comme ça. Je fais juste une petite parenthèse pour dire que, justement, cette approche-là, basée sur les réseaux de neurones, fonctionne. Okay? Donc, la machine, maintenant, est capable de dire, voici, c'est un chat, mais ça devient très difficile aussi de comprendre comment la machine est arrivée à ça. Donc, c'est pour ça qu'on dit souvent que ce type d'IA-là est un peu comme une boîte noire qui fonctionne, mais c'est un peu difficile de savoir comment elle a pris la décision. Donc, c'est pour ça qu'il y a des observatoires qui sont nés, qui étudient ce phénomène-là, parce qu'il y a des nouveaux enjeux éthiques et sociétaux qui naissent de ce caractère boîte noire-là de l'IA. Et je vous réfère là, à l'Observatoire international sur les impacts sociétaux de l'IA et du numérique qui étudie ces questions-là d'un point de vue sciences humaines et sociales aussi, parce que ça vient bousculer un petit peu, ça vient engendrer des défis de nature éthique et sociétaux. Donc, je repasse la parole à Marie-France qui va nous parler des différents types d'IA. Merci beaucoup, Philippe. Donc, ce que vous voyez ici, c'est un tableau qui résume un peu là, les différents types d'IA. Vous avez à droite
à gauche, pardon, là, dans le carré orange, c'est important de faire la distinction entre l'intelligence d'affaires et l'intelligence artificielle. L'intelligence d'affaires, on la voit naître de plus en plus. On utilise souvent les Power BI là, pour en faire la démonstration. C'est quand on veut décrire une situation à partir des données. Donc, ce qu'on va faire, on va, par exemple, mettre le taux d'occupation des lits dans les différents départements d'un hôpital. On peut inscrire aussi taux d'occupation des civières, les consultations en attente, etc. Donc, là, on va utiliser les données, mais vraiment pour décrire une situation. Puis, c'est important de savoir que de l'intelligence d'affaires, c'est pas de l'intelligence artificielle. Donc, c'est pour ça que je l'ai mis un peu à part là, sur la diapo. Vous avez au centre l'apprentissage automatique. Donc, comme Philippe en a parlé, l'apprentissage automatique, c'est vraiment quelque chose qu'on peut utiliser pour faire de la prédiction. Il y en a 4 sortes qui existent. Donc, on a de l'apprentissage qui est supervisé, non supervisé, du semi-supervisé et de l'apprentissage par renforcement. Là, je vais vous les expliquer un peu plus loin. Et on a aussi la recherche opérationnelle qui, elle, sert davantage à optimiser certaines décisions à partir de contraintes. Je vais vous l'expliquer aussi dans la prochaine diapo. Donc, ce qui est important de savoir aussi, c'est qu'une solution d'IA souvent va être composée de plusieurs de ces éléments-là. Il peut y avoir une combinaison de recherche opérationnelle et d'apprentissage automatique pour faire une solution d'IA dans sa globalité. Ici, donc, je vous parlais de la recherche opérationnelle. On parle beaucoup d'optimisation souvent. Quand vous allez voir des titres d'articles ou des titres de projets, quand on parle d'optimisation, souvent on fait référence à de la recherche opérationnelle. Donc, c'est à partir des données, les données, c'est les contraintes du processus qu'on veut essayer de traduire dans une solution. Puis cette solution-là, on va arriver à trouver une solution qui va être optimale parmi une multitude de possibilités. Donc, ça ne sera pas nécessairement la meilleure solution, mais ça va être celle qui, en fonction des contraintes, peut être optimale avec ce qu'on a donné. Au niveau de l'apprentissage automatique, donc, on a l'apprentissage supervisé. Philippe l'a super bien expliqué, donc avec des données étiquetées. C'est un peu comme un enfant qui va à l'école. On va lui dire, la pomme, elle est rouge, elle est cette forme-là, on peut la manger. Donc, avec ces données-là, on doit les étiqueter et la machine va apprendre en fonction de ce qu'on lui aura montré. Ça va servir à faire certaines prédictions. On a aussi de l'apprentissage qui est non supervisé. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on va mettre des données disponibles à la machine et on va lui demander de découvrir un sens, des structures ou des relations cachées dans les données. Pour moi, une comparaison qu'on peut faire, c'est comme si vous essayez de faire un casse-tête. Donc, d'emblée, vous allez étaler vos pièces sur la table et à force de regarder les différentes pièces, vous allez faire des sous-ensembles. Donc, vous allez regrouper les morceaux du contour, vous allez regrouper des morceaux où il va y avoir des couleurs qui sont semblables, des motifs qui sont semblables. Donc, c'est un peu comme ça que vous allez arriver à faire votre casse-tête, donc de trouver un sens dans les différents morceaux de casse-tête que vous allez voir. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle l'apprentissage non supervisé. Et plus tard, je vais vous donner des exemples. Puis, on a aussi l'apprentissage qu'on appelle par renforcement. Là, c'est vraiment où on a des données qui sont en interaction avec l'environnement. Donc, selon la réponse que le système d'IA va donner, lui, il va ajuster justement son action pour être capable de réussir la tâche qu'on lui demande en fonction de ce que, justement, on lui a demandé. Donc, c'est vraiment un apprentissage qui est dynamique. Puis, on veut vraiment que le système d'IA, il prend ses décisions basées sur ses expériences passées pour améliorer ses actions pour atteindre des objectifs spécifiques qu'on lui a donnés. Donc, on a les 3 types, il y a les types d'apprentissage automatique et de recherche opérationnelle. En termes de concepts, ce qui est difficile au début quand on commence à lire sur l'intelligence artificielle puis qu'on n'a pas beaucoup de connaissances théoriques, c'est de faire la distinction dans les différents concepts. Donc, ici, vous les avez un peu là, dénumérés de façon quand même assez sommaire. Donc, les types d'IA, je viens de vous les nommer. Il y a l'apprentissage automatique avec la recherche opérationnelle. Ce dont Philippe parlait, c'est un algorithme. Donc, l'apprentissage profond, le deep learning, c'est un algorithme qu'on appelle des réseaux de neurones. C'est tous des synonymes, là, les mots que vous voyez là. Il y a d'autres types d'algorithmes, là, comme les forêts d'arbres décisionnels, la régression linéaire, etc. Donc, ça, c'est vraiment des algorithmes qui sont utilisés pour faire des solutions d'IA.
Et il y a les domaines d'application de l'intelligence artificielle. Donc, l'intelligence artificielle peut être appliquée au traitement du langage naturel, comme les ChatGPT de ce monde. Ça inclut aussi la reconnaissance vocale, ce que vous utilisez dans vos salons avec les Alexa. Vous pouvez parler à votre téléphone, puis il va avoir l'écrit qui va se faire dans un texto. C'est de l'intelligence artificielle qui est appliquée au traitement du langage naturel. Il y a aussi la vision par ordinateur et la robotique. Donc, lié au quotidien. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter des exemples d'intelligence artificielle pour vous illustrer un peu là, les différents concepts. Donc, ici, vous avez une application que vous utilisez probablement assez régulièrement qui vous permet d'avoir le chemin le plus court entre deux points. Donc, le point A, votre point de départ, et le point B, votre point d'arrivée. Donc, ce que ça va faire, c'est que ça va calculer le chemin le plus court en fonction aussi là, des contraintes que vous allez lui avoir données. Donc, il va vous donner le chemin le plus optimal dans le circuit en fonction du temps de la journée, en fonction de la circulation, de la construction qu'il peut y avoir ou des sens uniques. Vous allez avoir le chemin le plus rapide. Puis souvent, il va même vous faire d'autres suggestions là, en vous indiquant le temps. Donc, ça, c'est une belle application là, de la recherche opérationnelle. On a aussi, dans cet exemple-là, c'est DeepL. C'est c'est une application là, qui fait de la traduction automatique, entre autres. Donc, vous avez de l'apprentissage supervisé dans ce type d'application-là où on a appris à la machine ce que les mots voulaient dire dans différentes langues et faire les corrélations entre ces différentes langues-là. Vous avez l'utilisation de la traduction de la voix à l'écrit aussi, parce que le petit micro, vous pouvez parler et le texte va s'inscrire. Aussi de l'écrit à la voix, parce que vous pouvez demander à la machine de lire ce qui est inscrit et ça va vous générer du texte que vous allez pouvoir entendre. De l'autre côté, vous avez un petit bout d'apprentissage par renforcement. Donc là, la réponse qu'il va vous avoir donnée, vous pouvez la juger. Est-ce qu'elle est bonne avec le petit pouce en l'air? Est-ce qu'elle est mauvaise avec le petit pouce en bas? Ou si vous lui demandez de réécrire. Donc, ici, la solution de traduction va apprendre de ses réponses en fonction de ce que les gens vont donner comme cote et va toujours essayer de s'améliorer. Donc, on est dans un apprentissage dynamique. On va parler de l'IA générative parce que, bon, on en entend parler beaucoup. De l'IA générative, ben ça peut générer du texte, ça peut générer des images, ça peut générer des vidéos aussi. Donc, c'est vraiment une génération. Ici, je vais parler plus des grands modèles de langage là, parce que c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on entend le plus parler. Donc, c'est quoi de l'IA générative? Ben, c'est de générer des réponses qui semblent humaines, mais on fait un calcul de probabilité de chaque réponse potentielle, puis on sélectionne la plus appropriée en choisissant la réponse ayant la plus grande probabilité d'être correcte. Donc, ce type de solution-là exige des grandes capacités de calcul parce que c'est vraiment de produire statistiquement ce qui est probable plutôt que ce qui est réellement correct. Donc, les risques en lien avec l'utilisation de ces solutions d'intelligence artificielle-là, c'est qu'elles peuvent générer du contenu trompeur ou biaisé parce que il n'y a pas de réflexion intelligente derrière la réponse. C'est vraiment juste une prédiction statistique que vous allez avoir. On dit souvent que ces solutions-là vont halluciner, donc elles vont inventer du contenu, mais en fait, c'est pas réellement du contenu inventé, c'est juste une production statistique. Elle avait prévu que le prochain mot serait ça. Donc, il y a cet élément-là. Et il y a aussi tous les problèmes d'explicabilité et de transparence parce qu'il n'y a aucune source qui est nommée, comme par exemple quand vous utilisez ChatGPT, là, je vais montrer un exemple plus loin, il n'y a aucune source qui est nommée, vous ne savez pas de quel site ça peut avoir été tiré, puis il faut savoir que ces grands modèles de langage-là ont été entraînés sur Internet avec tous les biais qu'il peut avoir sur ces informations-là. Donc, toutes ces solutions-là d'IA générative, c'est comme si on avait inventé une nouvelle sorte d'IA, mais en fait, c'est parce que ça génère quelque chose, mais c'est de l'apprentissage automatique. Ça fait vraiment partie là, de la grande famille de l'apprentissage automatique. Donc, un exemple que vous avez ici, je lui ai demandé de me résumer en 5 lignes c'est quoi l'UICPQ. Donc, il m'a généré une réponse. Vous avez la réponse qui a été générée. Vous avez en bas les petits pouces en l'air ou pouces par en bas pour l'apprentissage par renforcement pour valider. Il vous demande de valider en fait si sa réponse vous convient ou pas. Vous avez le même type d'apprentissage automatique avec l'IA générative, avec Copilot.
que vous pouvez utiliser là, sur Internet. La différence avec Copilot dans ce modèle-là, c'est que vous avez les références. Donc là, en termes d'explicabilité, on a les sources sur lesquelles il s'est inspiré pour fournir la réponse. Donc, on a le résumé là, en bleu qui est de l'apprentissage automatique. Les sources, vous les avez en bas. Et vous avez aussi l'apprentissage par renforcement qui est toujours présent là, dans ce type de modèle-là. Donc, maintenant, quelques cas concrets d'utilisation de l'intelligence artificielle en santé. Présentement, il y a quelques projets là, qui sont en cours de réalisation là, avec Skill AI, entre autres, là, mais vous pouvez avoir des trajectoires de patientèle qui, on pourrait essayer de prédire, des trajectoires de patientèle. Donc, est-ce que mon patient va rester à l'urgence? Est-ce que ce patient-là va avoir besoin d'être hospitalisé? Est-ce que c'est un patient que je vais retourner à la maison? Donc, en fonction de ce que le patient présente comme antécédent, comme diagnostic, comme problème qu'il présente à l'urgence, on pourrait être capable d'essayer de prédire sa trajectoire. Aussi, essayer de prédire les flux de patients, donc les nouvelles admissions en fonction de ce que je vous ai dit, mais aussi en fonction des historiques pour essayer de prévoir les demandes, par exemple, en soins d'urgence préhospitaliers, ce qui permettrait de déployer les équipes au bon endroit en fonction des besoins puis de la demande, puis d'avoir le nombre d'équipes qui est vraiment suffisante. Aussi, on pourrait être capable de prédire la charge de travail que certaines clientèles là, pourraient avoir dans un département. Vous le savez, là, moi, j'ai été infirmière là, pendant plusieurs années. La distribution se fait pas en fonction de la charge de travail, mais plutôt en fonction des lits ou physiquement où se le trouve pour qu'on n'ait pas trop à marcher. Mais ça serait vraiment une belle avancée aussi si on pouvait avoir cette distribution-là en fonction de la charge de travail pour être sûr que les équipes soient que les infirmières aient plus de temps là, pour pouvoir traiter les patients, mais de façon équitable là, dans le département. Tout ce qui est aussi là, planification, prédiction des besoins en termes de consommation de produits qui sont essentiels dans un système hospitalier. On l'a vu avec la pandémie, on a eu plusieurs ruptures de stock. Il y a des stocks qui sont difficiles à avoir. Donc, avec l'intelligence artificielle, on est capable, avec les historiques, de prédire la consommation, donc de faire les achats qui sont nécessaires par rapport à ça et éviter justement là, ces bris-là qui peuvent retarder certains soins. Au niveau clinique, ce qu'on peut faire, analyser l'image pathologique d'une tumeur cancéreuse puis de son environnement pour prédire le risque de récidive, ça, c'est possible. On est capable avec ça de, justement, une meilleure utilisation. Ça permettrait une meilleure utilisation des services qui sont offerts à la population puisqu'on suivrait les patients avec les plus hauts risques de récidive et ceux qui n'auraient pas de risque de récidive, n'auraient pas besoin d'un suivi aussi serré, là. On peut faire aussi des analyses de tracés d'électrocardiogramme, aussi des analyses de fond d'œil pour être capable de détecter certaines maladies. Donc, l'analyse d'image avec l'intelligence artificielle là, peut permettre ça au niveau de l'œil. Au niveau de l'IA générative, on a tout ce qui est transcription médicale automatisée, les sommaires d'hospitalisation, la retranscription d'un entretien avec un usager pourrait se faire aussi avec l'IA générative. Il y a certains agents conversationnels qui peuvent être entraînés aussi sur des bases de connaissances qui répondent à nos questions. Donc, quand vous utilisez là, des chatbots qu'on appelle, là, puis vous posez des questions, mais souvent, il y a un corpus de connaissances qui peut être entraîné pour répondre à ces questions-là. Je vous ai mis l'exemple de Sarah, de l'Organisation mondiale de la santé, qui répond à des questions de santé publique, tabagisme, sexualité chez l'adolescent, activité physique, consommation d'alcool, etc. Puis elle est disponible en 8 langues différentes, donc on peut converser avec elle là, pour qu'elle puisse nous donner des conseils sur certains sujets qui nous conviennent là, quand on veut avoir de l'information. Au niveau de la recherche opérationnelle, donc tout ce qui est confection d'horaires, comment on peut optimiser les horaires qui parfois sont complexes à réaliser. Je vous donne un exemple sur un plateau technique. J'ai du personnel qui a des compétences différentes pour certains examens. J'ai 12-14 salles à combler. Dans chacune de ces salles-là, j'ai de l'équipement qui est nécessaire puis qui est différent pour chacun des examens. Donc, comment j'arrive à faire un horaire
où je suis capable d'optimiser toutes les compétences de mon personnel, d'avoir le moins de trous possible, puis d'augmenter l'offre de services à la population. Donc, la recherche opérationnelle a vraiment une belle application là, dans ce type de problème-là. Ça peut être l'optimisation des routes aussi pour les soins à domicile en fonction des besoins des patients pour la semaine. Bien, comment je peux faire une planification efficace pour que justement le personnel ne soit pas plus en déplacement qu'en soins aux patients. Puis aussi, bien, on en a parlé, là, distribution équitable de la charge de travail dans un service là, par rapport aux besoins là, de la patientèle. Donc, je passe maintenant à Philippe. Merci, Marc-France. Donc, pour continuer les cas d'utilisation en santé, c'est un cas qu'on utilise plutôt dans un contexte de recherche ici, pas nécessairement en clinique, mais pour vous illustrer un petit peu la puissance de la technologie. Donc, ce que j'ai, moi, au laboratoire, je traite beaucoup d'images tomodensitométriques. Donc, ce qu'on voit en gris ici, donc une image abdomen, thorax. Et nous avons construit des pipelines où on a des modèles d'IA qui interviennent, entre autres un qui s'appelle le Total Segmentator, qui, comme son nom l'indique, vient segmenter de façon automatique un paquet de structures, donc une centaine de structures anatomiques de façon complètement automatique. Donc ça, c'est extrêmement... ça a beaucoup de valeur, en fait, pour nous, pour pouvoir estimer automatiquement le volume de certaines structures, ce genre de choses-là. Et tout ça se fait avec un modèle qui est disponible, qu'on peut trouver sur Internet, qu'on insère dans notre pipeline. Et cette tâche-là, je peux la répéter sur des milliers, des dizaines de milliers d'images sans trop d'efforts. Donc, s'il y avait un humain qui avait à faire ça, contourer toutes ces structures-là, examen par examen, tranche par tranche, ça prendrait un temps fou, alors qu'avec le modèle d'IA, ben, j'arrive à faire ces choses-là de façon extrêmement efficace, de façon extrêmement rapide. Donc, ça, c'est un exemple. On s'en va aussi vers un monde où il y aura l'IA qui pourra aider à prendre une décision clinique. Donc, on aura l'IA qui pourra peut-être, détecter, identifier des structures qui sont anormales. Ensuite, peut-être aussi prédire la nature de cette structure-là, donc aider à poser le diagnostic. Donc, on est dans ce monde-là où l'IA va venir en assistance, et c'est important de le mentionner. Je ne pense pas à court terme là, ou à moyen terme qu'on aura des IA qui vont pouvoir prendre des décisions médicales. Il y a toujours un humain dans la boucle. Et si vous allez relire la Déclaration de Montréal sur l'IA, donc vous allez voir que justement, on veut garder cet humain-là dans la boucle pour des décisions aussi critiques que celle-ci. Donc, cas d'utilisation, aide à la décision. Autre cas, Marie-France en a parlé, traitement automatique du langage naturel. Il y a certains secteurs d'activité dans le domaine de la santé où il y a du texte en prose là, qui est produit. Pensez à un rapport de pathologie, un rapport de radiologie, un sommaire d'hospitalisation, où là, c'est du texte libre que la clinicienne ou le clinicien a écrit, mais c'est intéressant d'aller chercher des concepts dans ce truc-là. Donc là, on a des outils qui nous permettent de faire ça, des outils de traitement automatique du langage naturel, qui va nous dire, ben voici, ceci est un médicament, ceci est un diagnostic, ceci est une classe de médicaments, donc le nom d'un traitement, etc. Donc automatiquement, qui vient étiqueter le texte pour en extraire sémantiquement le sens. Donc ça a aussi beaucoup de valeur, entre autres pour peut-être venir apposer des étiquettes pour faire de l'entraînement de certains modèles. Donc, on voit apparaître ça. Donc, les grands modèles de langue ont permis ce genre de choses-là, ont perfectionné ce type de fonction-là pour le texte libre. Et j'aime bien dire que justement, ces modèles d'IA-là, ça devient un peu comme une nouvelle commodité, dans le sens que c'est un truc qu'on peut prendre et qu'on peut ramener, insérer dans des pipelines de traitement de données de façon assez simple. Donc, je vous mets le site ici, Hugging Face, qui rassemble des centaines, des milliers de modèles qui font des tâches particulières. Donc, si vous avez un problème, je ne sais pas, l'autre jour, j'ai tapé rétine ici et j'avais des modèles qui analysaient justement les images de rétine pour détecter, par exemple, de la rétinopathie diabétique ou des choses comme ça de façon automatique. Donc, nouvelle commodité, ces modèles-là sont disponibles sur Internet gratuitement pour la plupart. D'autres sont propriétaires, mais ce qu'on voit, c'est que ça devient une nouvelle commodité. Veux-tu que je prenne une pause pour que tu... C'est bon. Bon. On va pouvoir faire le cas, toi, Francis? Oui. Parfait.
Et ceci montre, cette figure montre les domaines d'application d'applications d'IA qui ont été approuvés par la Food and Drug Administration, la FDA américaine, et ces applications-là sont rassemblées par spécialité. Donc, en turquoise, c'est un peu petit ici, mais ici, on a la radiologie. Donc, c'est un peu naturel. On a vu là, que les débuts de l'IA, c'était beaucoup de la reconnaissance d'objets sur des images. Bien, ça s'applique très bien à la radiologie. Donc, il y a beaucoup d'applications, je dirais, certifiées, homologuées par la FDA qui sont dans le domaine de la radiologie, mais aussi beaucoup là, en cancérologie, en médecine nucléaire, c'est aussi naturel, ce sont des images, donc partout il y a des images, mais d'autres secteurs aussi où ce ne sont pas nécessairement des images, mais c'est plutôt de l'aide à la décision. On passe maintenant aux promesses de l'IA et aussi à certains enjeux qu'on rencontre dans le domaine de la santé quand on parle d'IA. Et bon, les promesses, elles étaient très grandes. Hein. Si on recule là en 2016, vous avez ici Geoffrey Hinton qui, comme je l'ai dit au départ, là, est un des 3 parrains de l'apprentissage profond là, avec notre Yoshua Bengio et aussi Yann Lequin, qui a fait carrière plutôt aux États-Unis, donc Geoffrey qui était lui à l'Université de Toronto, et qui disait en 2016, bon, on devrait tout de suite là, arrêter de former des radiologistes parce que c'est complètement évident que d'ici 5 ans, on n'aura plus besoin d'eux. Moi, je vous annonce que j'enseigne encore aux radiologistes là, à chaque automne. Là, donc, les résidents en radiologie prennent le cours de physique de l'imagerie médicale. Et on a encore besoin des radiologistes pour pouvoir prendre des décisions éclairées. Donc, un exemple ici peut-être de positivisme technologique où là, on s'attendait à ce que ça soit peut-être plus rapide. Et en fait, ce qu'on se rend compte aujourd'hui, c'est que cette révolution-là, elle n'est pas arrivée encore. Donc, on avait beaucoup d'attentes, mais les cas concrets d'utilisation dans le réseau de la santé se font encore attendre. Donc, un article ici qui dit que, bon, justement, l'intelligence artificielle devait transformer les soins, mais ce n'est pas arrivé encore. Donc, un article de 2022 qui disait ça. Des gens aussi au MIT qui se sont amusés à recenser tous les outils basés sur l'IA qui avaient été développés dans le cadre de la pandémie COVID-19. Ils se sont rendus compte qu'aucun n'avait vraiment aidé concrètement à quoi que ce soit, et que même certains étaient dangereux. Donc, c'est vraiment plusieurs chercheurs et chercheuses qui se sont lancés tête première dans des jeux de données qu'ils ne maîtrisaient pas ou des jeux de données qui avaient été mal constitués, mal étiquetés et qui ont fait dire à peu près n'importe quoi aux données. Ils ont entraîné des modèles à faire un peu n'importe quoi. Et si je ramène l'importance des données, donc, on a besoin de données de qualité pour pouvoir entraîner des IA qui vont pouvoir produire des choses, faire des tâches intéressantes, de qualité, je dirais. Donc, il faut aussi focusser sur les données. Dans le réseau, là, ça change, heureusement, mais vous voyez là, la façon dont on a géré la COVID au Québec, des fiches comme ça, papier, avec des gens qui prennent des notes sur les cas de contagion sur papier, donc de la donnée qui vient mourir en quelque sorte sur le papier qu'on ne peut pas exploiter par la suite pour entraîner un modèle d'IA, ça c'est sûr. Donc, un peu notre réalité au Québec, heureusement, on s'en sort, heureusement, on est en phase de transformation numérique, mais notre réalité, il n'y a pas si longtemps, encore aujourd'hui un peu, nos tableaux de bord, ben, c'est souvent des post-it sur un mur. Hein. Vous voyez, dans le temps de la COVID, des post-it et des trucs sur le mur, il y en avait jusqu'au plafond. Donc, c'est notre réalité, pas nécessairement compatible avec l'IA. Je n'ai pas encore parlé du fax, mais encore une technologie qui n'est pas nécessairement compatible avec l'IA, c'est de la donnée qui vient mourir sur le papier, donc pas nécessairement intéressant. Mais il y a des bonnes nouvelles quand même, et on est en train de transformer le réseau numériquement. Il y a une volonté ministérielle de transformer, donc c'est une très bonne nouvelle pour la technologie de l'IA qui pourra ensuite prendre racine quand le terreau numérique sera fertile. Et je vais repasser la parole à Marie-France. Merci beaucoup, Philippe. Donc, avec ces différents enjeux-là viennent aussi d'autres enjeux avec l'intelligence artificielle. Donc, on parle des enjeux éthiques et sociétaux. Ici, je vous ai mis les 14 termes et principes là, de la norme ISO sur justement les enjeux éthiques et sociétaux de l'intelligence artificielle. Philippe l'a bien nommé, tu sais, je pense que pour faire de l'IA, ça prend des données, ça prend une transformation numérique, ça prend un terreau fertile, mais ça prend aussi des compétences particulières. Donc, ça prend une responsabilisation, une imputabilité par rapport au système d'IA qu'on va utiliser.
Et l'imputabilité est aussi portée vers l'organisation qui va utiliser ces systèmes d'IA-là. Je vous donne un exemple. Air Canada a été poursuivi par un passager parce que son chatbot lui donnait un rabais. Il discutait avec un chatbot d'Air Canada et le chatbot lui a dit « Oui, vous avez le droit à un rabais, un remboursement après tant de temps, etc. » Mais en fait, la réponse était fausse. Il n'avait pas le droit au remboursement. Mais Air Canada a été tenu responsable imputable de la réponse de son chatbot. Donc, il faut vraiment avoir cette vision-là que peu importe les systèmes d'IA qu'on va utiliser, il faut mettre en place les mécanismes nécessaires pour s'assurer qu'ils ne produisent pas de résultats qui pourraient porter préjudice à quelqu'un. Donc, toute la responsabilité professionnelle aussi des personnes qui vont créer ces systèmes d'IA-là et qui vont les utiliser, c'est important de comprendre un peu comment ça fonctionne pour voir où mon intervention humaine, puis c'est à quel moment que je suis en train d'être en interaction avec une machine et que la réponse qu'il me produit, je dois être capable là, de l'évaluer adéquatement et de ensuite donner mon opinion sur cette réponse-là. Il y a tous les enjeux de vie privée aussi avec les données qui sont utilisées. On ne doit pas être capable de réidentifier certaines populations. On veut aussi s'assurer aussi de l'équité puis de la non-discrimination. Les jeux de données sont importants pour ça parce qu'il faut qu'ils soient représentatifs de la population qu'on veut sur laquelle on veut que l'outil d'intelligence artificielle produise une réponse. Donc, s'assurer que tous les groupes sont représentés dans ces différents systèmes-là. On le sait, en recherche, les produits, les recherches cliniques, souvent, les femmes sont des groupes qui sont sous-représentés dans certaines recherches. Donc, si on utilise ces données-là pour entraîner un système d'IA, la réponse peut être faussée. On en a parlé tantôt, la transparence, l'explicabilité aussi des réponses que les systèmes d'IA vont produire. C'est encore un enjeu qui n'est pas résolu, mais il y a beaucoup de travaux là, qui se font sur cet aspect-là pour s'assurer qu'on soit capable de comprendre la réponse qui est produite. Il y a tous les enjeux de développement durable, respect des lois, des normes internationales de comportement. Là, je les définirai pas tous, mais il faut s'assurer, là, puis Philippe l'a bien nommé, qu'on veut un contrôle humain de la technologie. On ne veut pas que les systèmes d'IA deviennent des choses qui sont autonomes et qui produisent des réponses ou des orientations de façon justement là, autonome. Donc, s'assurer qu'il y a toujours un contrôle humain par rapport aux solutions d'IA qui sont produites. Je pense que les 3 points là, qui sont vraiment là, à retenir par rapport à ça, c'est que l'intelligence artificielle, c'est virtuel puis c'est international. Donc, il faut être vigilant par rapport aux solutions qu'on peut acheter qui ont déjà de l'intelligence artificielle à l'intérieur pour savoir bien, sur quelles données ça a été entraîné, est-ce que c'est applicable au système de santé québécois, à la population québécoise, la population canadienne. Donc, il faut être conscient de ces éléments-là. Ensuite de ça, l'intelligence artificielle, c'est vraiment une aide à la décision. On ne veut pas des systèmes qui sont autonomes, mais on veut qu'ils viennent supporter peut-être une décision qu'on va prendre avec une recommandation pour qu'ensuite un humain donner l'avis final. Puis, ben, ça complète ce que je suis en train de vous dire, là, mais l'humain doit en tout temps avoir la possibilité d'accepter, de modifier ou de refuser la décision qui est proposée par l'intelligence artificielle. Au niveau des clés de la réussite, ben, je pense que c'est important de reconnaître que l'intelligence artificielle, c'est vraiment une innovation de rupture. Il y a plusieurs, ça touche des processus qui sont transversaux. Et ça prend vraiment des nouvelles compétences pour être capable d'intégrer ces solutions-là là, dans son quotidien. Il faut comprendre comment ça fonctionne pour s'assurer là, justement d'avoir une utilisation qui est responsable. On parle beaucoup aussi là, de l'utilisation responsable et éthique des solutions d'IA, adopter une posture éthique par rapport à ça. Donc, c'est des nouvelles compétences qu'il faut acquérir. Ça a des impacts au niveau législatif, au niveau environnemental, au niveau de l'acceptabilité sociale, tant au niveau du citoyen que du personnel qui travaille dans le système de santé, parce qu'on veut comprendre quel impact ça va avoir sur notre travail. Puis c'est important d'adresser là, ces différents enjeux-là.
Au niveau de la gouvernance des infrastructures informatiques aussi, ça prend des infrastructures quand même là, particulières là, pour faire de l'intelligence artificielle. Donc, c'est pas des projets qui sont comme un petit logiciel, ben, j'ai un petit, mais un logiciel d'informatique qu'on va installer sur un poste de travail. Il y a des impacts beaucoup plus grands par rapport à ces solutions-là, puis il faut le reconnaître. Qu'est-ce que vous pouvez faire, vous, dans votre quotidien pour dire, ben, l'intelligence artificielle, ça s'en vient, qu'est-ce que je peux faire autour de moi pour voir qu'est-ce qui en serait l'applicabilité ou ça pourrait s'implanter? Philippe en a très bien parlé, la qualité des données. Comment sont saisies les données dans les différents systèmes? On veut s'assurer justement qu'il y ait une espèce d'uniformité dans la saisie des données pour qu'on puisse avoir des données qui sont réutilisables dans le futur. Il faut que ces données-là soient aussi accessibles au niveau légal, hein, parce que plusieurs des logiciels, certains logiciels là, qui sont utilisés dans le réseau de la santé, présentement, il y en a 9000 là, à travers le réseau. Il faut négocier présentement des nouvelles ententes avec certaines compagnies pour avoir accès aux données. Donc, il faut s'assurer que ces données-là soient accessibles au niveau légal et mécanique, donc avec de l'interopérabilité qu'on voit au centre, pardon. On veut une stratégie de valorisation, donc que ça soit que tous les employés qui sont impliqués dans la saisie des données comprennent l'impact que ça peut avoir là, dans un système d'IA. On veut aussi induire là, une culture de la donnée là, par rapport à ça. Au terme d'interopérabilité, c'est dans les contrats de logiciels, là, on en a parlé, d'avoir accès à ces données-là aussi. Il y a beaucoup de changements là, qui se font au niveau des standards d'interopérabilité là, vers FHIR, qui est un standard là, qui est un peu plus international, je peux dire? Moderne. Moderne, oui. Merci. Puis, on a aussi toutes les ontologies. Donc, quand on fait du code, on veut qu'on soit capable de réutiliser une solution dans un autre environnement. Donc, les ontologies, c'est de traduire des mots en chiffres, si vous voulez, en code chiffré. Donc, ce qui fait en sorte que, peu importe la langue dans laquelle on va l'utiliser, on va être capable d'avoir cette interopérabilité-là là, dans le code qui va avoir été produit. Pour faire des projets d'IA, ça prend une infrastructure informatique qui est évolutive parce que ça va quand même assez rapidement. C'est pas très statique dans le monde de l'intelligence artificielle. Donc, d'être capable de pouvoir mettre en place les différents morceaux qui sont nécessaires pour faire ces solutions-là, ça prend vraiment des équipes qui sont interdisciplinaires. Nous, on le vit dans nos différents projets. De parler le langage informatique avec des gens qui sont terrain du niveau clinique. Il y a un monde entre les deux, puis de comprendre un besoin clinique pour l'équipe en informatique, c'est pas toujours évident. Donc, ça prend vraiment des équipes qui sont interdisciplinaires, qui sont impliquées à plein de niveaux, mais ça prend beaucoup de communication pour arriver à se comprendre. Puis c'est normal, ça fait partie là, des différents défis, là, des solutions d'intelligence artificielle, mais il faut donner ce temps-là aux équipes. Puis ça, c'est important aussi de l'intégrer dans les projets. On veut aussi une coordination, une collaboration élevée des différentes parties prenantes parce que, comme on le dit, là, c'est des équipes qui sont interdisciplinaires. Et dès le départ, il faut toujours intégrer les usagers finaux parce que c'est eux les experts, c'est eux qui comprennent les différents besoins auxquels cette solution-là va répondre. Et c'est avec eux qu'on va pouvoir construire ces solutions-là. Fait que dès le départ, il faut les intégrer, là. Puis quand je parle d'usagers finaux, que ce soit les employés, les médecins, peu importe, là, c'est vraiment la personne qui va utiliser, ça peut être un patient, là, mais c'est vraiment la personne qui va utiliser cette solution-là. Ils doivent être impliqués là, dès le départ là, dans la construction de la solution. Aussi, on l'a nommé, là, d'avoir une posture éthique et responsable. Ces solutions-là peuvent avoir un impact très négatif s'ils sont mal utilisés, sont mal entraînés. Donc, de comprendre comment ces solutions-là peuvent avoir cet impact-là. Donc, de l'intégrer là, dans sa réflexion. Formation continue, ça bouge très vite. C'est pas un diplôme, c'est une photo d'une connaissance à un moment X. D'être toujours en apprentissage sur l'intelligence artificielle, je pense que c'est essentiel pour pouvoir s'assurer justement d'avoir une utilisation qui est éthique et responsable. Puis, d'avoir vraiment tout l'humain au centre de ces solutions-là.
C'est ce qui est important, puis c'est ce qu'il faut retenir, que l'humain doit toujours rester la personne qui va prendre la décision finale puis qui doit être impliquée à tous les niveaux là, dans la création là, de ces solutions-là. Donc, on vous remercie. Merci beaucoup, Philippe, d'avoir été là, d'avoir fait cette présentation-là ensemble. On espère que vous avez pu tirer des apprentissages de notre présentation. On vous remercie du temps que vous avez passé avec nous ce midi. À une prochaine fois.